Europe 1, il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Anissa Bonjour et bonjour David. à tous. À la une de vos journaux ce matin, le drame des migrants, réfugiés, l'impasse. Libération est le seul journal à faire sa une sur la disparition en Méditerranée de 500 migrants qui de Libye tentaient de rejoindre l'Europe. 500 morts qu'on ne retrouve pas à la une du Parisien, par exemple, avec une double une sur les frais de réparation automobile. Et Cyril Hanouna, tout puissant, si puissant que la photo de l'animateur star de D8 s'affiche en une, en 10 fois plus grand que celle de la reine d'Angleterre qui fête aujourd'hui ses 90 ans. Côté Figaro, on a préféré titrer la colère de Berlin ulcérée par la politique monétaire européenne et ses taux d'intérêt trop bas qui mettent en colère les épargnants allemands. Dans les Échos, on a sorti la calculette pour pointer le coût des dépenses de François Hollande. 4 milliards d'euros, c'est le chiffrage des dernières promesses présidentielles pour l'année 2016. Et puis à la une de l'Opinion, c'est l'ouverture de la chasse au parrainage pour pouvoir se présenter aux primaires, au risque pour certains de revenir bredouille de la chasse. C'est donc la une de Libération ce matin, réfugiés, l'impasse. Libération revient sur la disparition annoncée hier de 500 migrants en Méditerranée. Et cette photo en pages 2 et 3, prise fin mars sur la côte libyenne d'un naufragé, corps inanimé, le cadavre est littéralement incrusté dans le sable. Le grand cimetière dont parlait la semaine dernière le pape à Lesbos s'agrandit, explique Libération. Un an après le pire naufrage en Méditerranée qui avait fait 800 morts, 500 autres Somaliens, Soudanais, Éthiopiens viennent de les rejoindre et le Haut-Commissariat aux réfugiés tint la comptabilité macabre de ces disparitions. 761 morts depuis le début de l'année et Libération de revenir sur le calvaire libyen des réfugiés avant cette traversée de la mer qui peut leur coûter la vie. Avant de passer, il y a le trajet vers Tripoli, ces chauffeurs qui ne s'arrêtent pas quand un homme à l'arrière tombe du camion en plein désert. Il y a les violences racistes, les vols et toujours cette incertitude sur la fiabilité des passeurs et la promesse d'arriver ou pas de l'autre côté de la Méditerranée. Selon le ministre de la Défense, ils sont plus de 800 000 à espérer en Libye pouvoir passer la Méditerranée selon le ministre de la Défense. Et l'Europe, on y reste avec une question qui rappelle un jeu bien connu des téléspectateurs. Qui veut les millions de la Banque Centrale Européenne? C'est la une de la Croix alors que les dirigeants de la Banque Centrale se réunissent aujourd'hui avec en tête de se pencher sur l'état de santé de l'euro et peut-être aussi l'idée de discuter de la dernière trouvaille en date de la BCE, l'argent hélicoptère. Qu'est-ce que c'est quoi que ça, hein? Alors qu'est-ce que c'est que l'argent hélicoptère? C'est cette idée qui fait son chemin de distribuer de l'argent directement aux acteurs économiques de la zone euro, pas nécessairement qu'aux banques, les entreprises ou les ménages. L'idée, c'est évidemment de faciliter l'accès au crédit, de rendre moins élevé le coût de l'argent par une politique de taux d'intérêt très bas et de pratiquer une politique de relance européenne. Et la Croix de citer l'exemple du Japon, qui lui aussi est empêtré dans une faible croissance. Le gouvernement nippon envisage là-bas de distribuer aux jeunes japonais des bons d'achat, des chèques cadeaux pour soutenir la consommation et bien sûr faire de la politique. Comme quoi les ficelles de l'assistance et de la relance sont finalement les mêmes chez nous et au pays du soleil levant. Le Japon, justement, à la tribune de l'ONU. Pardonnez-moi, c'est pas le Japon, c'est la Colombie. Je vous ai mal écrit ma relance. Il se tient en ce moment, Maxime, aux Nations Unies, à New York, un sommet des stupéfiants, nous explique Libération, et c'est l'occasion de faire la connaissance de l'homme du jour selon le quotidien. L'homme du jour, c'est Pedro Arenas, qui dirige en Colombie l'Observatoire des cultures déclarées illicites. Cet ancien cultivateur de coca, c'est donc de quoi il parle quand il explique que les politiques onusiennes de lutte contre la drogue sont un échec et qu'elles fabriquent de la violence économique. Pendant des années, on a aspergé les champs de coca d'herbicides, on a réprimé dans le sang les manifestations de petits cultivateurs et ça n'a pas marché. Et Pedro Arenas est rejoint sur ce point par le président colombien Juan Manuel Santos. On fait du vélo d'appartement, on pédale et on n'avance pas en matière de lutte contre la drogue. Et pour cause, c'est un cercle vicieux. L'interdiction de la drogue crée du trafic, le trafic maintient des prix élevés, les prix élevés maintiennent les agriculteurs dans le marché. Au final, déplore Pedro, il est plus intéressant pour un ado d'aller ramasser des feuilles de coca plutôt que d'aller à l'école. Et au chapitre de l'économie déréglée, mais dans un tout autre genre, il faut lire le dossier de l'Humanité sur l'ubérisation du secteur des coursiers à Paris. Aux grandes dames du quotidien communiste, la profession de coursier s'ultralibéralise puisque de plus en plus de sociétés exigent des coursiers qu'ils se mettent à l'auto-entrepreneur. Évidemment, il y a remise en cause du salariat, du repos dominical, les rythmes de travail s'intensifient
Et l'Humanité parle d'esclavage livré à domicile. Le terme est peut-être un peu excessif, mais le dossier est passionnant. Après les courses à vélo, la chasse au parrainage pour les primaires à droite, presque aussi épuisante. Avec la une de l'Opinion qui déclare ouverte cette fameuse chasse au parrainage. 20 parlementaires, c'est la condition pour conquérir aux primaires des Républicains. Pour certains comme François Fillon, c'est l'occasion de montrer ses muscles. L'ancien Premier ministre rend public aujourd'hui la liste des 72 députés européens, députés et sénateurs qui le soutiennent. Elle est longue et publiée avant même que la haute autorité des primaires républicaines ne confirme vendredi les modalités de participation à cette compétition. C'est dire si François Fillon est sûr de lui tout en étant très très loin derrière dans les sondages. 72 soutiens pour Fillon, ça pourrait faire rêver certains de ses concurrents. Jean-François Copé, 1 soutien. NKM, 3 soutiens, c'est l'Opinion qui les compte. Hervé Mariton, 2 soutiens. J'arrête, on dirait l'Eurovision. Mais ce qui est drôle, c'est les responsables politiques qui soutiennent Fillon mais qui ne s'engagent pas et qui ont d'excellentes excuses pour attendre un peu. Alors ça n'a pas échappé au Figaro. Philippe Goujon préfère rester neutre en tant que président de la Fédération des Républicains de Paris. Patrick Devedjian, rigoureux, ne se prononcera qu'au vu des programmes, même s'il estime que Fillon est celui qui a le plus travaillé son sujet. Valérie Pécresse, elle, prendra sa décision à l'automne. En politique, il faut donner du temps au temps, n'est-ce pas ? Et Juppé, allez, vous me demandez. Il plane, voilà, vous me le demandez. Il plane dans les sondages, toujours dans le Figaro, qui indique que l'ancien Premier ministre a inauguré hier à Rennes son 1000e comité de soutien. Voyez-vous ça ? On notera aussi l'invention en une de Libération d'un nouveau mot, c'est la macronite. Qu'est-ce que la macronite ? C'est une fièvre qui enflamme les sondages de popularité d'Emmanuel Macron. Attention, les fièvres, ça monte aussi vite que ça descend. Un clin d'œil, David, dans cette revue de presse, un clin d'œil qui nous emmène à l'université où Twitter est en train de s'installer. On n'arrête pas le progrès, y compris en cours de droit et y compris à la Sorbonne. Désormais, on ne lève plus nécessairement le doigt pour poser une question, non ? On tweet sa question. Idem dans les facs d'Angers, de Caen, de Toulouse. De plus en plus de profs en amphi utilisent Twitter. Il faut dire qu'aujourd'hui, un prof de fac, il fait cours devant des centaines d'ordinateurs. C'est tout juste s'il voit le visage des élèves. Alors autant y aller franchement et en profiter, nous explique Le Monde daté d'aujourd'hui. Et de l'avis des profs de droit, qui ne sont pas des comiques, en général, Twitter n'est pas un gadget techno de plus. Ça permet aux profs de sélectionner les questions, explique Bruno Dandero au Monde. Il est prof de droit des sociétés à la Sorbonne. Ça dispense aussi les timides de lever la main en amphi devant 400 élèves. Twitter accueille les questions, mais en retour, il y a des liens postés par l'enseignant, bien gérés, les tweets en cours, ça motive les étudiants, sans nuire à leur concentration. Bref, il ne faut pas avoir peur de tweeter en amphi, mais moi j'ai un conseil à donner aux élèves. Si vous ne venez pas en amphi, si vous taillez le cours, vous vous abstenez de tweeter, parce que sinon le prof va s'apercevoir que vous n'êtes pas en cours. Oui, c'est un bon conseil. Merci beaucoup, David Abiker.